Alors, je vous propose de commencer par Nadia. Nadia, donc c'est la CEO de la première startup qui a fait le parcours complet Tomcat, c'est-à-dire l'accompagnement par Tomcat Factory et l'investissement par Tomcat Invest. Elle fait partie des 22 entrepreneuses à ultra fort potentiel qui ont été reconnues par Sista. Et c'est une experte mondiale, on peut le dire, du marketing direct to consumer communautaire dans la beauté. Je vous demande d'accueillir Nadia. Merci beaucoup, Élie. Je suis ravie de vous parler aujourd'hui de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur, la question de la communauté. Je vais d'abord parler plutôt de la communauté B2C, mais en fait, il y a plein de parallèles super intéressants pour le B2B, avec la question, comment est-ce qu'on s'y prend ? En 2 mots, moi, en 2014, j'ai créé une communauté en ligne qui a réuni 230 000 membres, dont 2200 influenceurs. À peu près 1 demi-million de visiteurs par mois, une communauté beauté, comme tu l'as dit, Élie. Et donc, en apprenant petit à petit, et c'est ces facteurs clés que je vais vous donner. Et puis, à double titre, je suis contente d'être là parce que c'est également dans le logiciel Trust qu'on a mis ce savoir-faire de création et d'animation de communauté, cette fois-ci pour que les marques utilisent un outil qui leur permette de faire ça simplement. Voilà, du coup, je me suis présentée. Donc, effectivement, Trust permet aux marques de créer et de gérer leur communauté d'ambassadeurs à partir de leur site internet et d'arrêter d'aller chercher des communautés externes et de capitaliser sur la leur. D'abord, on peut se demander quels sont les ressorts à l'origine de la création d'une communauté B2C. Donc, on peut se dire, est-ce que c'est des centres d'intérêt communs ? Est-ce que c'est des affinités entre personnes ? Est-ce que c'est une épine dans le pied ? Etc. En fait, on aurait tendance à dire 1 ou 3. C'est plutôt 2, en fait. Les communautés B2C, c'est souvent quelqu'un qui se lève et qui dit « Le statu quo aujourd'hui, ça ne me va pas. Je ne suis pas contente de l'offre qui existe, d'un produit qui existe. Et je veux que ça change. Et je vais réunir autour de moi des gens qui pensent comme moi. » Donc, c'est ce ressort-là, plutôt de se dire « Il y a quelque chose qui ne me va pas. » Le why, il est vraiment important dans cette construction-là parce que, par exemple, aux États-Unis, si on va prendre la fondation de la SPA, qui s'est fondée en Californie, au départ, c'était pour éradiquer les animaux errants dans les rues. Et c'est devenu aujourd'hui des villes où on ne tue plus les animaux pour ce type de raison, parce que les gens se sont réunis autour d'une passion commune. Ils ont dit non, on va faire changer les choses. Donnez-moi la latitude de le faire et je vais fédérer des gens autour de moi. Combien de personnes il faut fédérer ? En fait, pas tant que ça. Il suffit d'en avoir 1000 fans pour créer une communauté B2C et qui va ensuite essaimer. Comment on le fait ? Ce qui est intéressant, c'est la démarche de co-construction que tu as commencé à aborder, Élie, et se dire, d'abord, on passe par des sondages. En fait, on va construire la feuille de route, avec la communauté. Donc, d'abord, ça permet d'aller chercher pour voir si nos intuitions sont bonnes au contact des utilisateurs. Est-ce que c'est la bonne direction qu'on prend ? Donc, c'est très important de faire beaucoup de sondages dans lesquels on va recueillir un maximum. Alors, sondage Instagram, c'est sympa, mais on peut aller plus loin. On peut faire des vrais sondages avec des outils qui permettent de le faire. Ensuite, on va impliquer, engager, demander de partager ces sondages, etc., pour recueillir un maximum de de réponses. Ce qui est très important aussi, c'est de se dire les résultats, on va les faire porter par les membres qui ont répondu. Il manquait tel produit. Ce service-là, il n'allait pas. Il y a quelque chose qui ne me va pas. Et en fait, je vous ai écouté. J'ai développé le service avec vous. Donc, c'est une manière d'inclure et d'arrêter de faire descendre sans arrêt les choses et de se dire, on le fait en faisant remonter par la base, par les utilisateurs, par les personnes que ça intéresse. Pour faire le parallèle, moi, dans la partie cosmétique, c'est comme ça que j'ai fait. Et de me dire, OK, les avis anonymes, où je ne me reconnais pas, je ne sais pas qui y a derrière, je ne sais pas si cette personne elle a la même utilisation des produits que moi, si elle a le même mode de vie que moi, j'arrive pas à me projeter, donc ça ne me va pas.
qu'est-ce qui existe dans le monde, qu'est-ce qui n'existe pas, comment on peut innover et comment on va impliquer les personnes pour nous aider à nous dire c'est la bonne direction, ça fonctionne, ça marche, et ensuite de dire merci, on l'a fait avec vous et on raconte l'histoire avec vous. C'est très important parce que le ressort, à part de se dire on se dit on va faire quelque chose de nouveau qui n'existe pas, c'est aussi de se dire les gens ils ont besoin d'être en connexion. C'est ça qui nous réunit. C'est ça qui nous réunit ce soir. On a un besoin de liens sociaux et de se dire on se met en relation les uns avec les autres. On peut se demander maintenant, poser la question du ratio des contributeurs-suiveurs. Est-ce que les 1000 personnes, il faut qu'ils interagissent tous forcément sur ce qu'on va construire? En fait, un chiffre très simple, Wikipédia, la moitié des contenus, tout le monde a déjà utilisé Wikipédia, la moitié des contenus, c'est 1% des utilisateurs qui l'ont créé. D'accord ? Donc en fait, il suffit d'avoir des gens ultra engagés qui trouvent que ce que vous faites est super et de les chérir et de les onboarder et de les faire contribuer. Et c'est pas grave si tout le monde ne contribue pas. Quand je dis les chérir et les onboarder, c'est incroyable ce qu'on peut faire à des personnes qui sont impliquées par ce que vous faites, parce que vous développez. Je ne sais pas, je vais faire une analogie, Nicolas nous en parlera tout à l'heure, mais le développeur de l'application Covid Tracker, par exemple, Evite Madoz, c'est quelqu'un qui a dit « je vais développer quelque chose et je vais faire ça de façon bénévole et je vais mettre du temps, etc. » Les gens sont capables de vous donner des choses incroyables. Nous, on a par exemple des membres sur la communauté qui, tous les week-ends, déposaient des centaines d'avis au fur et à mesure et même nous signaler « attention, là, il y a une fiche produit en double, attention, il y a quelque chose, etc. » Donc, tout ça pour vous dire que quand les gens se sentent investis d'une mission, qu'ils trouvent que c'est cool ce que vous faites et qu'ils ont cette casquette-là, ils sont capables de faire des choses incroyables. Et donc, il ne faut pas être timoré. Il faut les impliquer et les valoriser, évidemment. Ensuite, il est question de storytelling que vous allez construire autour de ça. Pas le storytelling en mode publicité trompeuse, etc. Mais vraiment sur l'authenticité de la démarche que vous avez créée. Il me manquait quelque chose, on l'a fait avec vous. Je vais prendre un exemple d'une DNVB pour faire la transposition du coup sur une marque. Comme tu le disais tout à l'heure, Ellie, donc les DNVB, les Digital Native Vertical Brands, donc ce sont des marques qui naissent en ligne avec leur communauté et qui vendent en direct aux consommateurs. On va prendre Glossier aux États-Unis. Donc, Emily Weiss a créé un blog qui s'appelle Into the Gloss, un blog qui référencie plein de témoignages sur la beauté. Elle va voir des mannequins qui vont leur parler de ce qu'ils ont dans leur trousse de beauté, des personnes qui comptent, etc. Elle réunit plusieurs centaines de lecteurs sur son blog. Alors, aux États-Unis, c'est des millions plutôt. Et à un moment donné, elle pose une question. En fait, vous m'avez donné plein d'informations. Moi, j'aimerais bien développer un produit qui n'existe pas sur le marché. De quoi vous avez envie? Qu'est-ce qui vous manque? Ou si vous voyez un nettoyant pour la peau, qu'est-ce qu'il faudrait? Les gens ont répondu. Une partie, évidemment, pas les millions. Elle a développé les produits. Elle est revenue. Elle est venue. Voilà, c'est Glossier. On l'a fait ensemble. C'est très fort. Aujourd'hui, ça fait partie des marques qui sont sollicitées par tous les distributeurs qui ont le choix du roi de choisir et de se dire non, je ne vais pas aller chez toi, etc. Ce qui est vraiment la difficulté en général exprimée par les marques qui se lancent. Il est question de rite, il est question de storytelling, il est question d'authenticité évidemment. Il est question de partage authentique. Alors là, on a une gourde, on peut avoir des suites, on peut avoir plein de choses. C'est pas pour rien que Apple, je sais pas, dans une boîte, ils vont vous mettre un autocollant de pommes quand vous allez acheter un produit. Donc, il est question d'aller regarder tout ce qui fait partie des rites, des codes secrets, des langages, etc., pour que les gens se connectent les uns avec les autres et ils aient l'impression d'exclusivité, de faire partie de quelque chose. Ensuite, il y a la question du leader, de façon générale. Est-ce qu'il faut être charismatique pour leader une tribu? On peut se la poser. La réponse est plutôt non, en fait. C'est que créer une tribu, ça vous donne du charisme. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est par la réalisation. Donc, c'est parce que vous vous êtes mis debout, c'est parce que vous avez réuni des gens autour de vous que
du coup, vous avez du charisme qui vient. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est plutôt de savoir, pas si vous pouvez le faire, parce qu'en vrai, on peut le faire, il faut en avoir envie. Il faudra réunir évidemment sur les valeurs, sur la vision qu'on porte, mais plutôt quand est-ce que vous commencez? Merci. Je vous propose de rester quelques petites secondes. Avec plaisir, si vous avez des questions. S'il y a des questions ou des commentaires. Moi, peut-être un ou deux commentaires sur ce que tu as dit. Ça m'a fait penser à une phrase de sagesse qui a été partagée avec moi dans mes jeunes années de marketeur grande conso quand j'étais chez L'Oréal. Et en tout cas, on m'a briefé quand je suis arrivé là-dessus. C'était une des maximes de François Dalle, qui a été un des directeurs emblématiques de L'Oréal dans les années 80, qui a rendu la boîte, qui a fait passer la boîte, on va dire au niveau international, et qui disait, et ça fait écho à ce que tu as dit à un moment, ce que vous donnez au marché, le marché vous le rendra en centuple. Et je me suis tout à fait retrouvé dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous n'imaginez pas ce que les gens peuvent vous donner si vous leur donnez un petit peu au début. Et ça, je trouve ça vachement intéressant dans un mécanisme d'animation de communauté. C'est très juste, Élie. Et d'ailleurs, pour ces DNVB notamment, en facteur clé de succès, elle crée d'abord la communauté et ensuite, elle sort les produits. Donc d'abord, on réunit les gens et ensuite, on leur vend des choses et avec eux. Donc, il y a cet aspect hyper généreux de contenu. Donc, ça veut dire de la création de contenu qualitative. Si je peux donner aussi un conseil, ça se pose avec un plan d'animation digitale pour les professionnels que vous êtes. Un plan d'animation digitale, c'est à l'année, quel message je vais faire, quel sondage je vais faire, quelle co-construction je vais petit à petit mettre en route. Ça prend du temps. On en parle beaucoup. Il faut passer petit à petit à l'action. En incluant les communautés, parce qu'aujourd'hui, juste dire j'ai des super produits, mass market, allez-y, etc., ça ne fonctionne plus. Les gens sont très divers, ils veulent être entendus. Et vous avez des gens qui, comme moi, ont envie de faire porter la voix dans le produit. C'est-à-dire, moi, je suis la personne qui, sur un navigateur Chrome, on ne peut plus rouvrir l'onglet, le dernier onglet qu'on a fermé quand ils ont supprimé la fonctionnalité. J'ai envie de leur dire non, mais c'est pas possible. Ils l'ont remis depuis. Il faut trouver ces utilisateurs-là. Très bien. Peut-être une question pour toi, Nadia. Quand tu regardes toutes les marques avec lesquelles vous avez la chance d'interagir, qui sont vos clients chez Trust et que vous aidez dans ces démarches d'animation de communauté d'ambassadeurs, si tu devais retenir une ou deux bonnes pratiques, on va dire que soit que tu leur recommandes, soit que tu as vu comme étant pratiquées par tes clients et que tu pourrais partager avec nous, ça serait quoi ces une ou deux bonnes pratiques? Déjà, le repartage des contenus que la communauté produit. Alors, si je vais prendre l'exemple, on est une marque, on a un joli compte Instagram, c'est très joli, la création de contenu, ça coûte cher quand même, et vous avez des utilisateurs qui parlent de vos produits. En fait, il faut déjà le partager. C'est ce que Glossier fait notamment. Je suis passée rapidement sur la slide, mais notamment, il y avait une personne qui disait « Ah, c'est super, un nouveau produit, un tweet, etc. » C'est passé sur leur compte Instagram. En fait, il faut utiliser les contenus des utilisateurs parce que c'est comme ça qu'on montre qu'on les regarde, on les écoute. Et ça fait vraiment partie des bonnes pratiques pour moi, pour les marques. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en deuxième point? S'intéresser vraiment effectivement à ce qu'ils recherchent, c'est important parce que notamment si on va porter la question de l'influence. Très souvent, les gens se disent oui, les influenceurs c'est super, ils vont parler de mes produits, ils vont être le porte-voix, etc. Mais il faut comprendre aussi les ressorts des influenceurs. Qu'est-ce qui va les intéresser? Pourquoi ils vont partager des contenus sur vos produits, sur vos services? Et que ça soit des professionnels ou dans le B2C, c'est pareil finalement. C'est de les comprendre aussi finement, intimement et de manière authentique. Et d'aligner les intérêts ensuite. Est-ce que je sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as absolument répondu à la question, je te remercie. Est-ce qu'on a des questions supplémentaires pour Nadia? Alors, Julien. Merci Élie. Oui, tu disais au début qu'il faut chérir les utilisateurs actifs de la communauté. Comment tu t'y prends au début pour justement chérir et valoriser ces personnes? Est-ce que c'est juste en leur disant merci? Est-ce que c'est en les invitant à des événements, en leur offrant des choses? Ce serait quoi le secret? Super question. Déjà, la première chose, au début, quand on lance des choses, des fois, c'est pas tout à fait nickel chrome. On vous fait des feedbacks. Merci. Super.
Je vais itérer grâce à ça. C'est ultra précieux, etc. Pas se mettre en défensif, etc. T'as raison. Voilà. Première chose. Deuxième chose, merci. Évidemment, la personne qui prend le temps, un week-end, vous faire un feedback, etc. Mais c'est génial, c'est super. Troisième chose, on peut réfléchir après, pourquoi pas, à de l'incentive. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va les remercier? Ça peut être de façon très concrète, pragmatique. Nous, par exemple, on a mis en place de la gamification. Donc, on a développé un programme de gamification. On fait telle et telle action, ça apporte de la valeur au produit, à une communauté. Du coup, c'est gamifié. Mais ça peut être aussi des choses d'incentives qui sont plus immatérielles, quelque part, dont des contenus, par exemple. Des contenus qui vont intéresser votre cible, des checklists, des choses un peu sympathiques qui vont apporter de la valeur. Donc ça, c'est pour les premiers. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Nadia? Non, on est bon. Nadia, ah si, on a une question d'Emmanuel. Moi, j'ai un commentaire à faire, c'est sur toujours la partie chérir. C'est les personnes qui interagissent. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs et moi-même je l'ai été. Quand j'ai 2 likes, 2 commentaires, je suis triste, je suis déçu. J'ai appris qu'en fait ces 2 commentaires ils avaient beaucoup de valeur et qu'il fallait capitaliser sur ces 2 commentaires. Et j'ai appris ça auprès de Nadia notamment, et que c'est notamment Nadia elle prenait le temps de leur écrire personnellement, de comprendre pourquoi ton commentaire et ainsi de suite. Et c'est ça aussi chérir. Et effectivement se décomplexer de pas avoir 10 000 commentaires, en fait, il y en a 10 000 autres qui lisent et il y en a quelques-uns qui interagissent. Tu as raison, et c'est si on voit que justement tu leur réponds, que ça va susciter chez les autres l'envie de le faire à leur tour et de les engager. Et moi, j'ai longtemps répondu aux questions de la communauté en direct par mail, comme tu le sais. Et c'est comme ça dans plein de boîtes où effectivement on écoute intimement les utilisateurs. Nadia, un grand merci. Merci beaucoup.